Nous sommes le mardi 7 octobre 2025 et place à présent à l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition bilingue d'Écho d'Afrique sur DBS Télévision. Je suis en compagnie de Ashley Johnson. Good evening, Ashley Johnson. Bonsoir, Parfait Mbouli. Glad to have you, ladies and gentlemen, on what's making news in Africa. Just a week after his inauguration, Malawi's new president, Arthur Peter Mutharika, has announced a partial cabinet aimed at addressing the country's worsening economic problems. Former Finance Minister Joseph Mwanamveka returns to his post to deal with a falling currency, fuel shortages, and high living costs. George Shaponda is back as Foreign Affairs Minister, signaling policy continuity. Enoch Shihana of the Alliance for Democracy has been appointed second vice president, strengthening Mutharika's coalition. In the security sector, Lieutenant General George Jafu will head the Malawi Defense Force and Richard Luhanga becomes police chief. Mutharika's quick cabinet formation follows his landslide victory last month, marking a comeback after losing power in 2020. While known for past economic stability efforts, his return of former ministers may raise questions about accountability as he works to rebuild confidence and stabilize the economy. Madagascar's President Andry Rajoelina has appointed Army General Rufem Fortuna Zafi-Zambo as the new Prime Minister a week after dismissing his cabinet amid ongoing protests. Zafi-Zambo, a graduate of the Ansirep Military Academy and trained in France, replaces the former government following weeks of demonstrations over frequent power and water cuts. The protests, now in their third week, are largely driven by students and young activists demanding Rajoelina's resignation. Security forces have used tear gas to disperse crowds, but rallies continue across major cities. In a recent speech, Rajoelina said he was open to dialogue but rejected calls to step down, accusing his rivals of trying to topple his government. He also told civil society leaders that he would not seek a third term. Le Burkina Faso reprend la présidence des ministres statutaires de l'UEMOA. Le ministre burkinabé de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, a été élu ce lundi à Dakar à la tête de cette instance, mettant fin aux tensions diplomatiques avec la Côte d'Ivoire sur la présidence tournante. Ce retour marque un moment important pour le Burkina Faso qui retrouve toute sa place dans les organes de décision régionaux après une période d'isolement. En dirigeant le Conseil, le pays pilotera désormais la coordination des politiques économiques et financières de l'Union, dans un contexte où l'État cherche à renforcer leur souveraineté monétaire et la stabilité économique. L'économiste expérimenté et ancien cadre de la Banque mondiale, le docteur Nakanabo, est reconnu pour son sérieux et son engagement en faveur d'une gestion transparente des finances publiques. Son élection est perçue à Ouagadougou comme un signe d'ouverture diplomatique et un pas vers une participation plus active du Burkina Faso et de ses partenaires de l'Alliance des États du Sahel dans la dynamique régionale. La Cour pénale internationale a condamné l'ancien chef de la milice pour des crimes commis au Darfour au Soudan il y a plus de 20 ans. C'est la première condamnation de la Cour liée à ce conflit. Les juges ont reconnu que les massacres, viols et destructions faisant partie d'une opération menée pour réprimer une rébellion dans l'ouest du pays. L'homme reconnu coupable dirigeait une milice qui a sémé la terreur entre 2003 et 2004. Il a été jugé responsable d'avoir ordonné et encouragé ces attaques. Son procès a duré plus de 2 ans avec le témoignage de dizaines de victimes. Il risque la prison à vie. Le conflit du Darfour a fait environ 300 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir est aussi poursuivi pour génocide mais reste libre. Cette condamnation intervient alors que de nouveaux combats opposent encore l'armée soudanaise aux forces paramilitaires.
Selon les Nations Unies, la guerre actuelle a déjà causé des dizaines de milliers de morts et aggravé une crise humanitaire majeure dans le pays. UNESCO's executive board has chosen Egypt's former Antiquities and Tourism Minister Khaled El Nani as its next Director General. He won the vote by 55-2 against Edouard Firmin Motako of the Republic of Congo. If confirmed, El Nani will become the first Arab and only the second African to head the UN Cultural Agency. His appointment still needs approval from UNESCO's 194-member General Assembly, which meets in Uzbekistan in November. El Nani, a 54-year-old Egyptologist, served as minister from 2016 to 2022 under President Abdel Fattah el-Sisi. He will succeed Audrey Azoulay of France, who has completed 2 terms. Meanwhile, the United Nations did not take part in the vote after announcing plans to leave UNESCO next year, accusing it of bias against Israel. El Nani has pledged to work on restoring relations and encouraging the U.S. to rejoin, noting that it provides 8% of the agency's budget. Congo's Presidential Protection Force has launched a major operation against violent youth gangs known as Bébés Noirs, or Black Babies, made up of mostly young men aged 13 to 30. The machete-wielding groups have long terrorized residents in major cities, attacking homes and businesses. Many citizens welcome the crackdown, saying it has restored a sense of safety, but human rights groups are alarmed after videos showing alleged summary executions surfaced online. Activists warn that such actions violate Congo's constitution and international law, urging authorities to bring suspects to court instead of killing them. A prosecutor in Brazzaville has labeled the gang's activities as terrorism. Analysts link the rise in youth crime to widespread unemployment and lack of social support. Despite Congo abolishing the death penalty in 2015, reports of extrajudicial killings have reignited fear, even as the government plans to open a youth reintegration center in Bwanza province. La RDC veut renforcer le contrôle de son colbart, un minerai clé pour les batteries électriques. Le pays prévoit interdire définitivement les exportateurs qui ne respectent pas les nouvelles règles de quotas. Cette décision vise à limiter la fraude et à stabiliser les prix sur les marchés mondiaux. Premier producteur mondial, la RDC fournit environ 3/4 du colbart utilisé dans le monde. En février, elle avait suspendu ses exportations à cause de la chute des prix tombés sur le plus bas niveau depuis 9 ans. Le 21 septembre, le gouvernement a annoncé une reprise progressive des ventes, mais dans les volumes strictement encadrés. Entre mi-octobre et la fin d'année, seules 18 000 tonnes seront exportées. Pour les années 2026 et 2027, le quota global sera fixé à 96 600 tonnes. Ces mesures traduisent la volonté des autorités à mieux gérer cette ressource stratégique pour l'économie nationale. À Nairobi, de nombreux jeunes passent des nuits dehors sur les trottoirs faute de logement. Ils sont des milliers dans les situations contraintes de dormir dehors dans le froid et la faim. L'association locale estime que le nombre de sans-abri a plus que triplé depuis 2019. Dans les quartiers précaires comme Kibera, le coût des habitations en tôle ou en terre continue d'augmenter. Beaucoup de familles doivent choisir entre se loger ou se nourrir. Près d'un tiers de la population vit encore sur le seuil de pauvreté. Les loyers sont élevés, les logements en mauvais état et les propriétaires n'accordent aucun délai en cas de retard de paiement. Pour tenter d'alléger cette crise, le gouvernement a lancé un programme de logements sociaux à Nairobi, mais ce projet divise car plusieurs travailleurs jugent la taxe qui finance trop lourd pour leurs revenus déjà faibles. We wrap up with severe flooding in Sudan's Nile state, which has killed more than 30 people and displaced thousands after the Blue and White Nile rivers overflowed.
Hundreds of homes have been destroyed, worsening the country's already critical humanitarian situation. Residents described being caught off guard as floodwaters swept through their homes in the middle of the night. Many say they lack the tools and resources to deal with the disaster, while heavy rains continue to block rescue and relief efforts. Flooding has also affected Blue Nile, Al Jazeera, Khartoum, and River Nile states. Some residents in River Nile blame poor urban planning for the devastation, saying local authorities built structures in flood-prone zones. Sudan's Ministry of Agriculture and Irrigation has already warned that several states, including Gezira, Khartoum, were at high risk this year. Authorities are urging people in low-lying areas to relocate. Meanwhile, Egypt has accused Ethiopia's new Blue Nile Dam of worsening the floods, a claim Addis Ababa denies, saying the dam actually helped limit the damage. Dans l'est du Burkina Faso, un hôpital mobile a été installé dans l'enceinte du centre hospitalier régional. L'objectif est double, tester ce dispositif médical en conditions réelles et renforcer l'accès aux soins dans une zone où les besoins sont importants. Cette unité mobile offre des services chirurgicaux aux habitants tout en servant d'exercice pratique pour le personnel médical militaire. Elle permet aussi de soutenir les structures locales souvent débordées par le nombre de patients en attente d'opération. Grâce à cette collaboration, plusieurs interventions chirurgicales peuvent être réalisées chaque jour, améliorant la prise en charge des malades. Cette initiative montre l'efficacité des hôpitaux mobiles pour rapprocher les soins spécialisés des populations vivant loin des grands centres médicaux. Voilà qui met fin à cette édition de l'information et merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, rendez-vous à demain à la même heure. À demain, Ashley Johnson. See you tomorrow, Parfait Mbuli. And that was Africa for the world and by Africans. God willing, tomorrow is another day, same time. Shalom.